mesdames et messieurs les présidents de session, chers collègues, chers amis, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce congrès de la Salam. Permettez-moi également de saluer la présence de nos amis tunisiens qui sont fidèles à toutes nos manifestations en leur souhaitant un bon séjour parmi nous. Marhaba bikoum. C'est déjà ma 3e participation aux 4 éditions. L'occasion d'ailleurs de remercier les membres du bureau pour cette confiance renouvelée chaque année. Alors, j'aimerais vous parler d'un paramètre, j'ai nommé la calprotectine fécale, qui suscite beaucoup d'intérêt et de curiosité chez les biologistes, enfin dans la communauté médicale en particulier. Cette molécule qui a été découverte un peu dans les années 80, sous plusieurs appellations, a fait du chemin depuis les années 80, et actuellement, étant donné l'intérêt, les indications qu'elle apporte, donc elle suscite beaucoup d'intérêt. Alors, les troubles digestifs représentent des plaintes les plus fréquentes que le clinicien, auxquelles le clinicien est confronté. Ces plaintes digestives, ça peut être fonctionnel, comme vous le savez, le côlon irritable, colopathie fonctionnelle pour certains, qui représente tout de même 20 à 30% de la consultation en gastro-entérologie. Et ça peut être aussi des troubles organiques beaucoup plus sévères, heureusement un peu moins fréquents, et parmi lesquels on retrouve les MICI, c'est-à-dire les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. La symptomatologie de ces deux entités est malheureusement parfois non spécifique, et d'ailleurs le diagnostic, il est évoqué sur des éléments cliniques, mais également endoscopiques, le plus souvent. Le problème de l'endoscopie, c'est que c'est un examen invasif et qui est également coûteux et qui ne peut pas être renouvelé tout le temps, surtout pour le suivi. Donc, et en plus, il y a un autre problème, vu la fréquence de ces troubles fonctionnels, il est important de discriminer, les MICI des colopathies fonctionnelles. D'autant plus que la conduite à tenir thérapeutique n'est pas la même. Donc d'où l'intérêt de trouver un biomarqueur ou un test qui soit rapide, fiable, non invasif, renouvelable, reproductible et qui puisse justement nous aider à prendre en charge ces MICI sur le plan diagnostic, pronostic, mais également du suivi thérapeutique. À ce jour, il y a une seule molécule qui va un peu cocher toutes ces cases-là, c'est la calprotectine fécale. Un petit rappel clinique sur les MICI. Les MICI, donc, ce sont des maladies inflammatoires chroniques, d'étiologie mal connue, pas inconnue, mais mal connue, et il y a de l'inflammation, il y a des problèmes dysimmunitaires, je parle sous les contrôles des immunos qui sont là, et nous avons 2 entités nosographiques, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Il y a également d'autres colites, il y en a 4 en tout, il y a des colites inclassables ou inclassées parmi les MICI. Mais bien sûr, les 2 les plus connues, les plus fréquentes, sont le Crohn et la RCH. La maladie de Crohn, comme on le voit d'ailleurs dans cette planche, dans ce slide, il y a une discontinuité des lésions. C'est-à-dire que quand vous faites l'endoscopie, vous trouvez des muqueuses qui sont saines et vous trouvez bien sûr certaines régions digestives beaucoup plus touchées que d'autres. En revanche, dans la RCH, vous allez voir que c'est plutôt continu. Bien sûr, ça épargne certaines régions digestives telles que la région anale et la région iléale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle rectocolite hémorragique. Donc il n'y a pas d'atteinte de l'iléon et il n'y a pas d'atteinte proctologique à ce niveau-là.
Et bien sûr, les données cliniques, comme ils ne sont pas spécifiques, bien sûr, il y a des poussées, il y a des diarrhées glérosanglantes et tout, mais le plus important, c'est bien sûr l'histologie, la biopsie issue des examens endoscopiques réalisés. Et là, nous allons avoir une histologie un peu particulière pour la maladie de Crohn, un type de granulome, ou des abcès cryptiques, ou des ulcères superficiels que l'on retrouve dans la rectocolite hémorragique. Donc c'est assez évocateur, mais encore une fois, il faut passer par cet examen, qui est l'examen de référence pour le diagnostic des MICI. Après, on peut aussi faire la différence entre MICI, entre Crohn et rectocolite hémorragique sur le plan clinique déjà, puisque les atteintes extra-intestinales sont plus rares dans le RCH, et elles sont plus fréquentes dans le Crohn. Il y a également en biologie, je parle sous contrôle de mon ami Kamel Jennouhat, les ASCA et les ANCA, mais également de Salah Sofiane, je ne sais pas, je ne le vois pas. Donc vous avez également les ANCA et les ASCA qui peuvent faire la différence, ce sont des auto-anticorps qui peuvent faire la différence entre le Crohn et le RCH. Alors sur le plan, on va dire immunopathologique, les MICI, c'est la conjonction de trois acteurs, ou de trois facteurs. Les facteurs environnementaux, au premier chef, vous avez le tabac, la susceptibilité génétique, puisque on a retrouvé ça dans des familles, dans des jumeaux monozygotes, mais également le microbiote. Tout ça va concourir à un dysfonctionnement immunitaire, donc de l'immunité innée et adaptive, et ça va déclencher l'inflammation de la muqueuse intestinale. Voilà un peu la physiopathe. Il y a des arguments pour la microbiote et les MICI, donc ce lien existe. La dysbiose bactérienne, puisque c'est de ça qu'il s'agit, elle est en quelque sorte les arguments qu'on a trouvés pour impliquer, pour incriminer le microbiote, c'est que les lésions des MICI prédominent là où les bactéries sont les plus nombreuses. Deuxième argument, il y en a beaucoup, mais on n'a pas le temps de tout évoquer, la microbiote du sujet atteint de MICI est sensiblement différente de la microbiote intestinale des sujets sains. L'introduction de probiotiques améliore les choses. D'ailleurs, ça peut être donné en prévention. Les transferts de microbiote permettent également une bonne efficacité thérapeutique, notamment dans la RCH. Voilà un peu. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la microbiote intestinale? On trouve une diminution de la richesse bactérienne, donc la diversité bactérienne intestinale est perdue, et aussi l'augmentation de la proportion des entérobactéries, notamment Escherichia coli, qui sont très adhérents et invasifs au niveau de la muqueuse iléale, entre autres. Donc voilà les arguments apportés. Maintenant, sur le plan structural biochimique, excusez-moi d'abord un aperçu historique. Donc elle a été décrite dans les années 80 par l'équipe de Fagerholz sous différentes appellations. Il y a eu au moins 6 appellations avant d'arriver fin 90, fin 80, début 90, à l'appellation connue qui est la calprotectine. En l'an 2000, il y a eu optimisation des méthodes de dosage, parce que la seule qui était connue dans les années 90, c'était la technique ELISA. Et enfin, en 2010, la première méta-analyse qui a permis justement, première indication de la calprotectine fécale dans le domaine biologique, c'était la distinction, le diagnostic différentiel entre MICI et syndrome du côlon irritable. Toujours sur le plan structural, il s'agit d'une protéine qui fait partie de la famille des S100. Cette famille des S100, qui sont très nombreux, qui ont la faculté de lier le calcium et qui ont plusieurs, j'allais dire, propriétés, parmi lesquelles la prolifération, l'inflammation, l'apoptose. Donc elles sont la régulation du calcium. Donc ce sont des protéines qui sont impliquées dans beaucoup de fonctions, dont la calprotectine fait partie. La calprotectine sur le plan structural pur, c'est un hétérodimère avec deux chaînes lourdes et une chaîne légère qui doivent d'ailleurs s'accoler de manière non covalente. Et
Quand ils s'accolent de manière non covalente, elles vont fixer le calcium et ces deux actions vont leur conférer leur activité biologique. Donc la fixation du calcium est importante et le recollement des deux dimères est aussi importante pour l'action. Alors, ce qui explique l'intérêt pour cette molécule, c'est cette planche. À gauche, vous avez une muqueuse intestinale non inflammée, et à droite, vous avez présence d'inflammation. Alors, dès le moment où il y a de l'inflammation intestinale, vous allez relarguer dans la lumière intestinale, à partir des polynucléaires neutrophiles, beaucoup de molécules. Les trois les plus connues sont l'élastase, la calprotectine et également la lactoferrine. La calprotectine est la préférée des trois parce qu'elle a une robustesse. C'est elle qui permet, qui résiste le plus aux protéases intestinales. Donc cette stabilité de cette molécule au niveau de la lumière intestinale, fait que cette molécule a été choisie par rapport aux autres pour les aspects analytiques. Il faut savoir que cette protéine, elle représente 60% des protéines cytosoliques des PNN, et ces polynucléaires neutrophiles vont justement être recrutés dans le cadre de cette inflammation intestinale, et vous avez là un lien direct entre la présence de PNN et donc de calprotectine fécale et de l'inflammation de la muqueuse intestinale. Mais ne nous y trompons pas. La calprotectine n'est pas le marqueur des MICI. C'est tout simplement le marqueur de l'inflammation de la muqueuse intestinale. Bien sûr, après, si vous avez un contexte clinique et également des facteurs de risque ou autres, l'augmentation de calprotectine, elle revêt à ce moment-là un intérêt beaucoup plus particulier. Les fonctions de cette calprotectine sont immunorégulatrices, immunomodulatrices, antimicrobiennes, antifongiques, parce que justement elle interagit avec les métalloprotéinases zinc dépendants et qui vont justement provoquer la libération de cytokines pro-inflammatoires, parmi lesquelles le TNF-alpha. Alors, il faut savoir que cette calprotectine peut être libérée et dans les selles, et dans la salive. D'ailleurs, depuis 2023, il existe un test salivaire. Mais ce n'est pas pour les MICI. Ce test salivaire, il est dédié, il est pour les parodontopathies, qui peuvent parfois d'ailleurs accompagner les MICI. Ensuite, vous avez également dans le plasma, vous avez de la calprotectine sérique. Celle-là, là aussi, vous pouvez faire, mais avec beaucoup moins de pertinence que dans les fesses ou dans les selles, avec beaucoup moins de pertinence, vous pouvez faire le diagnostic des MICI. Donc il y a moins de pertinence diagnostique. Par contre, la calprotectine sérique dont ce n'est pas le propos aujourd'hui, elle est intéressante dans la PR, parce qu'elle augmente au niveau synovial et elle vous permet de faire la distinction, le diagnostic différentiel entre la PR et les autres rhumatismes. Donc voilà un peu dans les selles, dans la salive, dans la synoviale et dans le sang. Alors on arrive un peu l'oblement d'oie, puisque en termes pratiques, pour nous les biologistes, la calprotectine. Eh bien tout d'abord, rappelez-vous, c'est le diagnostic différentiel entre une cause organique et une cause fonctionnelle. Ensuite, le dosage de la calprotectine fécale permet, si on a un MICI, de faire le suivi et l'évaluation de l'activité inflammatoire. En d'autres termes, vous avez un MICI, est-ce qu'il est en poussée ou là en rémission? Donc le suivi chaque 3 mois par le dosage de calprotectine va justement nous différencier un MICI qui va faire une poussée d'un MICI qui est en période de quiescence ou une période de non-poussée. Donc il a un intérêt pronostique. Ensuite, il y a le monitoring. Ce suivi thérapeutique peut se faire soit en post-opératoire, ça nous évitera justement de faire les endoscopies, ou alors après avoir instauré la biothérapie ou les traitements immunomodulateurs ou les immunosuppresseurs,
eh bien, ça vous permettra de faire une désescalade thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire? La biothérapie, c'est cher, donc c'est coûteux, et ce n'est pas dénué d'effets secondaires. Donc, ça serait bien de mettre un peu au repos le malade, surtout s'il n'est pas justement en poussée. Eh bien, la calprotectine fécale, elle va nous aider à sélectionner, entre deux guillemets, les malades qui sont en quelque sorte à l'abri de ces poussées-là, ce qui permettra aux médecins de faire une désescalade thérapeutique, une sorte de fenêtre thérapeutique. Alors, bien sûr, comme l'endoscopie, elle est chère et elle est invasive, eh bien, la calprotectine fécale dans le suivi permettra justement de réduire sensiblement les coûts, mais également les effets secondaires des endoscopies. Parfois, c'est pas malheureusement toléré. Eh bien, ça représente un impact économique assez important. Et enfin, vous avez identifié les patients en cicatrisation muqueuse. C'est-à-dire que la cible thérapeutique actuellement des gastro-entéraux ou des internistes, c'est que endoscopiquement, on puisse obtenir, et c'est ça l'objectif thérapeutique, cette cicatrisation de la muqueuse intestinale qui peut être objectivée par des dosages, là aussi, tout au long de l'année, après diagnostic de Mickey, de la calprotectine fécale. Donc vous voyez que ça a beaucoup d'intérêt. Alors, là aussi, donc voilà, parmi les indications, donc vous avez cette activité endoscopique, soit de la maladie de Crohn, soit de la RCH, qui peut être donc prévue, et vous avez un cut-off de 150 à 250 qui va vous permettre, au-delà de cette valeur, de dire que votre Mickey, elle est évolutive. Pareil, donc c'est corrélé, donc toutes les calprotectines fécales sont corrélées au score endoscopique. Ils sont même corrélés à des scores SEDAI de la Crohn et du RCH. Donc c'est pour vous dire que c'est l'intérêt pronostique. Vous avez également la prédiction des rechutes. Donc ce sont des études qui ont montré à 130 microgrammes, il y a un risque de rechute dans l'année. Si on prend un chiffre plus haut, ça sera beaucoup plus tôt et le risque sera plus important. Alors, j'ai dit tout à l'heure que malheureusement, la calprotectine fécale, et c'est le seul défaut, elle n'est pas le marqueur des Mickey, mais c'est le marqueur de l'inflammation. C'est la raison pour laquelle vous avez une liste non exhaustive de certaines pathologies, mais également de facteurs confondants qu'il ne faut pas négliger pour interpréter le résultat. Et là, quand vous voyez, le corollaire ici, c'est-à-dire le point commun, c'est l'inflammation. Quand on a un cancer colorectal, on a de l'inflammation. Quand on a une diverticulite, quand on a des polypes, quand on a des infections bactériennes ou virales ou toutes sortes, on a de l'inflammation, et ben vous allez trouver également de la calprotectine fécale qui sera élevée. Attention les drogues, c'est-à-dire les médicaments que sont les IPP, les INS, l'aspirine, ça doit être arrêté 2 à 3 semaines avant le dosage. N'oubliez pas également les laxatifs, ça va vous modifier un peu l'écosystème intestinal. Et là aussi, il faudra les arrêter 1 semaine avant. Donc tout ceci doit être pris en compte. Vous avez également la consistance des selles. Si vous avez des selles glérosanglantes ou diarrhéiques, là, à cause de la dilution, vous aurez des résultats qui seront bas. Donc il faudra un peu tenir compte de tout cela. Et vous avez les âges extrêmes. Alors, certains ont suggéré un algorithme assez facile, assez rapide. Donc, en fonction des cut-offs, vous pouvez exclure avec un seul dosage inférieur à 50. Donc là, les voyants sont au vert, il n'y a rien du tout. Il faut peut-être rechercher une colopathie fonctionnelle. Si par contre, on a un Mickey qui nous fait moins de 50, eh ben ça prouve qu'il n'est pas en poussée, ça prouve qu'il est en quiescence. Et si c'est un Mickey sous traitement, eh ben ça prouve qu'à moins de 50, on est en efficacité thérapeutique. La zone grise, elle se situe entre 50 et 150. Alors, quand on l'a, il faudrait attendre 4 semaines et refaire le dosage. Quand c'est une zone grise, il faut en général répéter pour savoir est-ce que c'est un Mickey ou tout simplement une autre cause d'inflammation autre que les Mickey.
Entre supérieur à 150 jusqu'à 300, là on est dans l'inflammation. En général, il faut prescrire une endoscopie pour confirmer. N'oubliez pas que le gold standard du diagnostic des Mickey, c'est l'endoscopie, ça reste quand même l'endoscopie. Et vous pouvez également, avec ces valeurs-là, dire que c'est une récidive post-chirurgicale, post-opératoire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a différentes cut-off, on va les reprendre tout à l'heure parce que tout est une question de cut-off dans la calprotectine fécale. Les voici d'ailleurs les chiffres. Si vous voulez faire une distinction entre une fonctionnelle d'une organique, là c'est pratique, hein, eh ben vous prenez le seuil de 50. Si c'est en poussée ou non, c'est 250. Si c'est pour évaluer les rechutes, c'est supérieur à 250. Pour la cicatrisation muqueuse, qui est l'objectif thérapeutique, on doit être entre 100 et 250. Pour prédire la réponse thérapeutique, c'est supérieur à 150. Identifier une récidive endoscopique, post-opératoire, c'est supérieur à 100. C'est dans l'année, hein, c'est-à-dire on fait le dosage tous les 3 mois, sur une année, et on guette justement la récidive post-opératoire, parce que environ 50% des Mickey, malheureusement, se dirigent sur la table d'opération parce que il y a eu un échec thérapeutique. Et vous avez également d'autres cut-off. Un seuil de 250 vous permet de distinguer de manière fiable une Mickey active d'une Mickey de rémission. Et la quiescence est inférieure à 50, on l'a déjà dit. 150 à 250 chez les asymptomatiques. Donc la rechute au bout de 3 à 4 mois, si c'est 150. Si c'est 130, la rechute, elle peut être prévue durant l'année. C'est-à-dire on a plus de temps parce qu'on a un chiffre un peu plus bas. Mais dès que les chiffres s'envolent, la récidive va être plus proche. Tout ça, c'est des études qui ont été confirmées. Sur le plan analytique, alors depuis 2011, avant 2011, pardon, il n'y avait que la technique ELISA. Le problème de la technique ELISA, c'est qu'elle prend du temps et que le dosage, il est serré. C'est-à-dire vous devez un peu clemmo les malades pour lancer. Depuis 2011, il y a de nouvelles techniques qui sont apparues. Il y a des techniques rapides, dites rapides, immunochromatographiques, et il y a des techniques immunoturbidimétriques qui sont très intéressantes. Elles sont rapides, vous avez le résultat en 30 minutes. Et en plus, ça vous permet de lancer malade par malade. Donc voilà un peu ce qu'il y a. Les techniques immunoturbidimétriques, l'avantage d'hum, donc il y a un kit d'extraction qui va extraire de la calprotectine à partir de 1 gramme de sel. 1 gramme suffit, hein. Donc c'est assez... maintenant, le prélèvement par les selles, il est mieux accepté par le malade, hein. Maintenant, c'est un peu rentré dans les mœurs, j'allais dire. C'est plus facile de dire à un malade de ramener les selles et donc vous prélevez 1 gramme grâce à un kit d'extraction. On parlera du stockage, enfin on parlera de la conservation tout à l'heure. Il y a des recommandations par rapport à cela. Et une fois que vous avez votre calprotectine fécale, vous pouvez la lancer dans différentes plateformes. Et le résultat, il est en 10 minutes. Donc vous avez différentes plateformes, plusieurs systèmes qui ont des conventions avec justement la firme qui fait l'extraction, et vous pouvez le lancer justement dans votre système au laboratoire. Alors, le problème, c'est que ces techniques immunologiques, ce sont donc plusieurs épitopes, sont des épitopes différents qui sont reconnus par les anticorps. Donc ça pose un problème de standardisation. C'est la raison pour laquelle il faut être fidèle au même laboratoire quand vous avez commencé à prendre en charge votre malade en termes de calprotectine. Voilà. Le cutoff, pour toutes les techniques, le cutoff, il est de 50. Rappelez-vous, c'est un chiffre fétiche par rapport à la calprotectine. Alors, 11 pays, 40 médecins et biologistes se sont réunis en juillet 2020, réunis à distance, c'est-à-dire en visiophonie, Covid oblige, et ils ont abouti à 9 déclarations. Donc ils ont émis 9 déclarations,
et ça tourne autour de l'analytique et de la préanalytique. Quelques déclarations. Le moment le plus approprié n'est pas clair. Faut-il prélever le matin, l'après-midi ou le soir? Ils ne sont pas dompés d'accord, mais le plus souvent, c'est-à-dire par rapport aux aspects pratiques, c'est plutôt matinal. Mais il n'y a pas de consensus par rapport à l'heure ou le moment de la récolte. En deux, stool consistency, c'est-à-dire la consistance des selles, elle doit être prise en compte. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait écarter tout ce qui est diarrhée ou selles glérosanglantes. Vous avez également, quand on fait l'extraction, on ne doit rien rajouter, ni conservateur ni wallow. Le storage, la conservation, de préférence, pas plus de 3 jours. Ou alors, vous congelez et à -20 et vous pouvez disposer de ce paramètre, de cet échantillon, jusqu'à plusieurs années. Les tests qualitatifs sont à proscrire. Il faut un test quantitatif, notamment pour le suivi du malade. Il n'y a aucune évidence, c'est-à-dire il n'y a aucune preuve qui nous dit qu'il faut faire l'ELISA par rapport aux autres ou les autres par rapport aux ELISA. Donc il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de meilleure technique par rapport à une autre pour le moment. D'ailleurs, toutes les techniques sont bien corrélées à la technique ELISA qui est la technique de référence. Enfin, l'interprétation de la calprotectine fécale doit tenir compte des facteurs confondants et des pathologies dans lesquelles il y a de l'inflammation de la muqueuse intestinale. Alors, une petite particularité en pédiatrie. Le problème reste entier, c'est-à-dire les MICI chez l'enfant et les MICI chez l'adulte, c'est pareil. Pour la calprotectine, rien ne change, c'est les mêmes indications. Il y a deux singularités, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement la spécificité des tests, elle est plus basse chez l'enfant que chez l'adulte. Et la deuxième chose, c'est les cut-offs. Chez l'enfant, les cut-offs sont beaucoup plus élevés. Ça me rappelle un peu la calcitonine, la procalcitonine, qui est plus élevée chez le nouveau-né 10 fois plus que chez l'adulte. Donc, les 48 heures premiers de la vie. Là, nous allons avoir d'autres cut-offs. Les voici. Excusez-moi, d'abord ça. Donc, inférieur à 12 mois, il faut considérer 350. Supérieur à 12 mois, il faut considérer 275. Et on rejoint les chiffres adultes à partir de l'âge de 5 ans. Là, à droite, vous avez toutes les autres pathologies dans lesquelles la calprotectine est élevée, et c'est pratiquement les mêmes chez l'adulte. Attention, une calprotectine, ça s'interprète avec une FNS, la neutropénie. Rappelez-vous, les PNN, ce sont eux qui vont libérer, relarguer dans la lumière intestinale la calprotectine fécale, donc neutropénie, il faut faire attention. Ensuite, pourquoi chez l'enfant, les chiffres sont plus élevés? On a avancé 3 hypothèses. Il y a l'hyperperméabilité intestinale chez l'enfant, il y a le microbiote qui est différent, et il y a la mise en place de l'alimentation. Ce sont les hypothèses qui font que c'est beaucoup plus élevé. Voilà. En conclusion, alors, la calprotectine fécale est une protéine majeure des PNN, avec des fonctions antimicrobiennes immunomodulatrices. C'est un marqueur sensible, fiable, mais surtout non invasif, donc peut être répété autant de fois qu'on veut, de l'inflammation, mais non pas des MICI. Le diagnostic et le suivi des patients avec MICI est désormais bien établi dans la littérature. La présence de taux élevés, c'est pratiquement des MICI, mais il faudra malheureusement confirmer, parce que c'est l'examen de référence, par une endoscopie. Il permet de différencier, ça a été déjà la fonction Lou-Ladialou historiquement, entre le syndrome de côlon irritable et les maladies organiques. Il est corrélé au degré d'inflammation. Chez les patients atteints de MICI, le suivi régulier va nous permettre d'apprécier le risque de rechute ou la réponse au traitement, estimer la cicatrisation qui est recherchée justement, et surveiller l'activité et les récidives.
Le CF n'est pas un marqueur d'Emiki, mais un marqueur de l'infiltration inflammatoire. Pour l'interprétation, ne pas omettre les facteurs confondants et les autres pathologies. Sur le plan analytique, le test est sensible, spécifique, simple à réaliser, c'est pour ça que les biologistes s'intéressent de plus en plus, et le dosage, malheureusement, il est non standardisé, mais un consensus autour de la valeur 50 microgrammes pour le diagnostic a été, bien sûr, établi. Je fais la promo de mon livre. Alors, la singularité, c'est que il y a les aspects préanalytiques, mais des 60 meilleurs paramètres de biochimie. Vous ne retrouverez pas le lipidogramme, mais vous retrouverez l'acide urique qui est cher à mon ami Mohamed. Je vous donne également rendez-vous dans 2 ateliers tout à l'heure. Le premier, c'est la nouvelle indication des biomarqueurs cardiaques en oncocardiologie. Vous allez voir que cette oncocardiologie est une jeune discipline qui est en train de prendre de l'essor. Je vous en parlerai tout à l'heure si vous le voulez bien. Et un peu plus tard, à 14 heures, on reviendra sur les pièges et l'interprétation de l'hémoglobine. Je vous remercie.